Bon, d'abord, euh, il faut changer complètement l'image que vous pouvez avoir de la Libye parce que au cours des dernières années, les années qui ont précédé la guerre, il y a eu toutes sortes de propagandes qui ont été faites pour diaboliser ce pays et particulièrement pour diaboliser un de ses dirigeants, Kadhafi. Euh, bon, en tout premier lieu, c'est une démocratie participative, un petit peu, ça se rapproche du modèle suisse sur le mode politique. Ça rien à voir avec une dictature et c'est éminemment plus démocratique que des régimes comme celui que nous avons en France pour une simple et bonne raison, c'est si on se donne un critère de participation populaire aux décisions, voilà, il y a des systèmes d'assemblée délibérative partout. Et dans le pays, sur 3,5 millions d'adultes, il y a régulièrement, participant aux débats politiques, aux décisions à prendre, on compte qu'il y a environ 600 000 personnes qui participent à ça. Alors qu'en France, les gens qui participent aux délibérations, c'est-à-dire en fait les dirigeants des partis politiques et des syndicats, c'est une goutte d'eau dans la population française. Les Français, ils ont le droit de dire leurs mots à l'occasion des élections, puis après, ils n'ont plus rien à dire. Hein. Euh, En France, ce qui fonctionne bien, c'est tout le système des conseils municipaux. Là, il y a une vraie participation populaire. Mais au-delà, quand on arrive à la discussion des lois, de la politique générale, tout le monde est exclu de ce débat, sauf, voilà, on élit le président de la République et les députés, puis c'est tout. Donc, je pense que ce pays est beaucoup plus démocratique dans son fonctionnement que le nôtre. Et ça a une conséquence aussi, c'est que ce pays sera mieux défendu que le nôtre s'il était attaqué. Parce que comme les gens sont responsabilisés, eh bien, ils sauront se battre. Et là, d'ores et déjà, il y a une distribution de fusils mitrailleurs et de munitions à toute la population. Les quartiers sont organisés par blocs d'immeubles. Donc, toutes les semaines, on pointe pour voir que tout le monde a bien ses armes, que les munitions fonctionnent. Hein. Et il y a un système qui est prévu pour continuer à distribuer les munitions au cas d'une attaque au sol. Donc c'est quand même une population euh, soudée, motivée et capable de se battre. Alors, tout ce qu'on a raconté sur les crimes commis par Kadhafi à Benghazi, donc là, strictement rien n'est corroboré. Strictement rien n'est corroboré. Ça ne veut pas dire que ce soit faux, ça veut dire qu'on n'en sait rien. Même le procureur Moreno Ocampo de la Cour pénale internationale est obligé d'admettre aujourd'hui que éventuellement il y aurait eu quelque chose comme 200 morts à Benghazi au début des événements, là, le 17 février, alors que quand on a discuté au Conseil de sécurité, on a prétendu que Kadhafi avait tué 6 000 personnes. Donc là, on est descendu de 6 000 à environ 200, et je pense que si on continue, il ne restera personne. Euh, Dans cette propagande, des Libyens eux-mêmes ont cru ce qu'on leur racontait. Ça, et il y a des gens qui ont essayé de rejoindre les rangs de la rébellion parce qu'ils pensaient que voilà, tout d'un coup, Kadhafi avait pété les plombs et faisait n'importe quoi. Et depuis quelques jours, on voit des groupes de rebelles en dehors des combats, des groupes de rebelles qui viennent se rendre spontanément. Et les gens disent, voilà, nous, on s'est battus, là, les 3 premiers mois, on s'est battus parce qu'on pensait que Kadhafi avait fait telle et telle chose. En fait, on se rend compte qu'il n'a jamais fait ça. Et par contre, on voit les crimes qui sont commis du côté de la coalition et on veut arrêter ça. Donc, il y a un effritement du dispositif militaire de l'insurrection. Mais il y a maintenant énormément de troupes au sol de la coalition. La France a déployé le commandement des opérations spéciales ici, en violation complète de la résolution des Nations Unies. Et la France amène ici des armes. Donc la France a notamment amené 2 avions d'armes qui se sont posés dans le Fezzan. Je donnerai par la suite, je suis en train de réunir les documents sur même les numéros des avions, tout ça. De même, ils ont amené des armes
par voie maritime. C'est pour ça que l'OTAN a bombardé la flotte de Kadhafi, parce que la flotte de Kadhafi ne menaçait personne, mais elle essayait d'empêcher l'approvisionnement en armes des commandos qui ont été infiltrés dans le pays. Ensuite, quand du côté rebelle, hein, la Cyrénaïque, pour provoquer les troubles, ils ont infiltré des éléments d'Al-Qaïda. C'est très très spectaculaire parce que ce sont donc les milices du prince Bandar bin Sultan d'Arabie Saoudite, encadrés par la CIA, et il y a dans ces chefs d'Al-Qaïda, il y a des gens qui viennent de sortir de Guantanamo qu'on a amenés ici. Et donc ils les ont utilisés d'abord pour faire des massacres qu'ils ont imputés à Kadhafi, mais après ces gens se sont installés. Et par exemple à Dera, une ville là de Cyrénaïque, ils ont proclamé un émirat islamique. Comme la même chose qui s'était passée en Irak et en Afghanistan, en Bosnie et en Tchétchénie. Donc ils ont proclamé un émirat islamique. Et là, il y a eu des exactions absolument horribles, des choses effroyables, des choses abominables. Je vais essayer de vous envoyer des vidéos de ce qui s'est passé là-bas. C'est insensé. Et c'est ça qui fait qu'il y a un retournement de la population de Cyrénaïque. Parce qu'ils veulent absolument se débarrasser de ces fous furieux qu'on a amenés là. Donc, alors après, il faudra expliquer comment des gens peuvent commettre ces crimes, qui sont ces gens, etc. Mais comment sont entraînés ces groupes d'Al-Qaïda, les drogues qu'on leur donne et tout ça. Mais c'est vraiment les crimes les plus atroces qu'on puisse trouver. Alors même si ce sont des petits groupes, hein, ce ne sont pas des crimes de masse, ce sont des petits groupes, mais c'est extrêmement spectaculaire. Hein. C'est fait pour terroriser la population. Et ça réussit. Ici, l'enracinement de la République dans la population, il est très, très, très important. Et ce pays est un pays très pacifique. Quand on discute avec les gens, on se rend compte que jusqu'au 17 février, jusqu'au début de cette affaire, dans ce pays, personne ne craint la police. C'est même un peu des je m'en foutistes souvent. Hein. Il y a un niveau de vie très élevé. Je crois que c'est le 55e pays dans l'indice de développement humain de l'ONU, alors qu'avant Kadhafi, c'était un pays très pauvre. Bon, maintenant, pour donner un exemple, tout le monde a sa voiture ici. Alors, c'est tellement que tout le monde a sa voiture qu'ils ont progressivement arrêté les transports en commun parce que tout le monde a la voiture. Et là, ça devient terrible puisque la capacité de raffinage est limitée. Donc, il y a une pénurie d'essence maintenant dans le pays. Et l'OTAN, en violation de tous les traités internationaux, empêche l'approvisionnement en essence raffinée. Donc, devant les stations-service, les gens, quand leur voiture va tomber en panne, ils amènent la voiture devant la station-service. Ça fait des queues sur des centaines de mètres, voire 2-3 kilomètres, où les voitures sont arrêtées. Et on attend qu'un camion des camions d'approvisionnement arrive, et à ce moment-là, on va remplir les voitures. Les gens sont très disciplinés, hein, ça se passe très très bien. Mais le problème, c'est le début de pénurie dans tout un tas de domaines. Voilà. Donc l'essence, c'est très visible, mais il y a des pénuries sur beaucoup d'autres produits. Heureusement, il y a une excellente agriculture ici. C'était une des grandes marottes de Kadhafi, l'agriculture. C'est le pays où il y a le pays au monde où il y a les plus grands travaux d'irrigation, même plus importants que ce qu'il y a eu en Chine. Et il y a une agriculture vivrière importante, donc il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Même s'il y aura peut-être, même s'il manque certains produits, mais il y a de quoi se nourrir. Un rendez-vous incessamment avec le gouverneur de la Banque centrale pour voir tous ces cas-là. Par contre, j'ai rencontré hier le président de l'autorité libyenne d'investissement. Hein, c'est un des plus grands financiers du monde, puisque ça doit être le 6 ou 7e fonds souverain dans le monde, celui de la Libye. Et
Donc lui m'a expliqué un peu tout ce qu'ils avaient fait. Là, il y a des choses qui sont complètement ignorées par le public européen et qui vont avoir des conséquences graves. Bon, la Libye, grâce au pétrole et au gaz, dispose de réserves fiduciaires très importantes. Et ils ont décidé, en prévision de l'épuisement de ces ressources fossiles, ils ont décidé de capitaliser cet argent pour les générations futures. Donc, ils ont placé cet argent pour une rémunération, comme tout le monde, faire des placements rentables un peu partout dans le monde, notamment en Europe et même particulièrement en France et en Italie. Et puis, ils ont réservé une partie de cet argent pour le développement africain. Alors, ça a consisté à, en fait, faire des investissements en Afrique qui sont rentables, mais avec des taux de rentabilité très très faibles, en acceptant que ça soit très faible ce taux de rentabilité pour que ça développe l'Afrique. Donc, par exemple, ils ont construit des routes dans la corne de l'Afrique qui vont complètement changer désenclaver des populations, permettre un développement important, etc. Mais avec le gel bancaire dont ils font l'objet, tous ces projets se trouvent arrêtés. Donc les chantiers sont arrêtés, tout ça dans toute l'Afrique, hein. Ce sont des chantiers qui emploient des centaines de milliers de personnes dans toute l'Afrique. Donc ça, c'est arrêté. Et parmi les choses arrêtées, il y a tout le travail agricole au Mali. Donc ça, c'est quelque chose d'une extrême gravité. Cela signifie que toute l'agriculture malienne est en train de s'interrompre au niveau des semences, de tout ça. Donc, à moyen terme, il va y avoir une terrible pénurie alimentaire au Mali, à moyen terme. Si le blocage des fonds libyens continue, on peut s'attendre dans 3-4 mois, il va y avoir un début enfin une sous-alimentation très importante. Le terme de famine est peut-être excessif, mais une sous-alimentation très importante de la population malienne. Donc des déplacements de population, les gens vont chercher à se nourrir. Et on sait que le Mali, c'est la première source d'immigration illégale en France, hein, mais là, il faut s'attendre à ce que c'est pas comme les quelques dizaines de milliers de Tunisiens qui ont cherché à immigrer en France au cours après la révolution tunisienne. Là, il faut s'attendre à des déplacements importants de populations maliennes qui vont essayer d'aller vers des endroits où ils peuvent se nourrir, hein. Donc, ça aura des effets aussi sur l'économie européenne, indirects.